Et aujourd'hui, on va parler du miel autour d'une interprofession Interhappy, qui est une interprofession récente, mais c'est une interprofession structurée et passionnante. Vous avez tous les maillons de l'interprofession autour de la table. Et on va leur donner la parole pour parler de l'abeille, première agricultrice de France, sur un sujet, la pollinisation, qui est un sujet à la fois alimentaire, un sujet de souveraineté, car l'apiculture est une filière agricole stratégique. Autour de la table, on a des gens qui représentent le Parlement, les élus régionaux. On n'a pas l'administration avec nous, mais on a les agriculteurs, on a les chefs cuisiniers, on a France Agrimaire, pardon madame, et on a des journalistes. Et si les journalistes le veulent bien, on va commencer par dérouler les sujets et vous pourrez poser des questions ensuite. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite puisque le président Lelon est attendu par le commissaire Hansen à 18 heures. Donc on a 1 heure devant nous, mais on pourra poursuivre nos travaux et on aura une dégustation pendant la table ronde. Donc pour ceux qui ont encore un petit peu d'appétit au bout de 5 jours de salon d'agriculture, vous pourrez vous en profiter puisque les chefs nous ont préparé une petite surprise. Je vais commencer avec vous, président Éric Lelon. Peut-être en 3 minutes, déjà nous présenter cette interprofession dont je disais qu'elle était récente, une interpro avec les différents maillons. Vous avez la parole. Merci. Normalement, ça marche, il faut mettre le micro sur le menton. Ah, voilà, ça marche comme ça? Et en plus, on vous voit à l'écran. Donc. Oh, alors là. Alors, merci d'avoir organisé cette table ronde qui est rectangulaire, mais c'est pas grave, hein. Et donc, je remercie toutes les personnes présentes ici parce qu'effectivement, voilà, l'apiculture, c'est un sujet dont on ne parle pas très souvent, qui est souvent vu par un prisme qui est le prisme de l'environnement. Mais il y a aussi derrière une filière, il y a des agriculteurs, qu'on appelle les apiculteurs. Et ces agriculteurs-là, ils font un travail important pour l'ensemble des Français par le biais de la pollinisation. Et donc, effectivement, on a un Interhappy, une interprofession qui est jeune, comme vous l'avez rappelé, qui a 7 ans. On a créé suite aux difficultés aussi de la filière, aux difficultés de notre institut. Et on a pu rassembler dans cette interprofession tous les partenaires de l'amont jusqu'à l'aval. Et ça, c'est très important. Alors, pour l'amont, on a tous les syndicats agricoles qui étaient présents et apicoles. Et ensuite, sur la partie aval, on a les conditionneurs avec le syndicat français des miels qui est présent ici. Et derrière, on a aussi la GMS qui est présente avec leurs 2 fédérations, FCA et FCD. Et donc ça, c'est important pour nous de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des structures, justement sur les aspects économiques, parce que c'est aussi extrêmement important pour nous de pouvoir vivre dans notre métier. Et si on n'arrive pas à faire ce travail-là ensemble et à valoriser ensemble l'ensemble des maillons de la filière, eh bien, on ne s'en sortira pas. D'autant plus qu'on va en parler, on a des problématiques de changement climatique, on a beaucoup de problématiques aussi par rapport à l'écoulement des produits, des problématiques aussi, on a vu dans les médias, de fraude. Et donc tout ça, on s'y est attelé et on travaille à résoudre tous ces problèmes. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres clés sur la filière? Alors oui, ce qui est important à comprendre, c'est que dans la filière apicole, on est professionnel à partir de 200 ruches. Et les professionnels, en fait, ne représentent que 5% des apiculteurs. Mais par contre, ils détiennent plus de 50% des abeilles et presque 60-70% de la production. C'est variable selon les années, évidemment, puisqu'on est énormément tributaire des conditions climatiques. Je crois que c'était important. Ce chiffre, je l'ai découvert, président, puisque moi je suis un consommateur de miel, mais je ne connaissais pas l'Interpro. 5% de professionnels qui pèsent la moitié des ruches en France. Je pense que c'est bien qu'on l'ait en tête pour démarrer nos débats. Je vais me tourner vers Didier Romary. Vous êtes apiculteur professionnel dans les Vosges. Vous représentez aussi la FNSEA Apiculture. On va aller droit dans les sujets. Quelles sont les menaces, notamment économiques? Le président a parlé à l'instant de changement climatique. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les apiculteurs? Alors, tout à fait. Juste avant d'enfiler ma combinaison d'apiculteur, je vais garder mon bonnet vert sur la tête. Et voilà, je vais parler des accords de libre-échange rapidement, qui a été un sujet, enfin, qui est encore un sujet qui a suscité beaucoup d'énergie de la part du réseau. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner, notamment avec la saisine parlementaire qui a été obtenue récemment, enfin, grâce au réseau COPA-COGECA et FNSEA, grâce à la mobilisation sur Strasbourg.
Donc voilà, c'est important de le signaler. Donc je vais retirer mon bonnet vert et je vais remettre ma combinaison et je vais vous parler de deux problématiques qui nous touchent directement. La première, c'est le changement climatique. Forcément, on élève des insectes qui vont chercher une matière sucrée dans la nature qu'on est incapable de faire autrement pour aller la chercher. Et cette matière sucrée, elle est dépendante de l'eau qui est disponible dans le sol pour la plante, du vent, des sécheresses, différents aléas climatiques qu'on subit de plus en plus. J'aurai bientôt 46 ans et à l'échelle de ma vie, j'ai vu, parce que je suis un gosse de ruche, donc forcément j'ai vu les choses arriver et je les ai observées comme tout enfant d'agriculteur en fait. Et forcément on voit que c'est de plus en plus compliqué. On a un pôle de production qui s'est déplacé sud de Loire vers, on va dire, nord de la Loire. Nord de la France. Voilà. Et pour les collègues qui sont dans le sud, c'est de plus en plus compliqué. Et on viendra sur la région Occitanie dans quelques instants. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les collègues qui sont installés là-bas, avec leur exploitation, l'économie de leur exploitation est en danger. On a besoin d'eux pour la pollinisation des semences, pour la pollinisation des vergers. Donc là, il y a un gros souci. Enfin, en tout cas, il y a une problématique qu'il va falloir mettre en place, enfin, en tout cas, proposer des solutions pour maintenir l'activité là-bas. Eric, j'ai pas suivi le conducteur parce que ça me semblait intéressant de démarrer par un témoignage direct. Un apiculteur qui, de mémoire, pas d'homme, du grand-père, de l'arrière-grand-père, de votre vie quarantenaire, voyez le changement climatique opérer de manière radicale sur les ruches et sur le métier. Je crois que c'est intéressant de démarrer là-dessus. Et donc, on va rentrer sur ce thème central, Eric, de la pollinisation et de ce plan de souveraineté de la filière que vous avez décidé de mettre en place. Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous avez tous entendu parler de cette problématique du réveil alimentaire. Et donc, l'État nous a demandé de travailler sur un plan de souveraineté. Alors, dire d'abord qu'un plan de souveraineté, pour nous, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que, évidemment, être capable d'apporter les 45 à 50 000 tonnes de miel français pour la consommation française, on en est très loin. Les meilleures années, on produit autour des 30 000 tonnes. Et derrière, les mauvaises années, en 2014, ont été descendues à 8 000 tonnes. Donc, vous voyez bien que le réchauffement climatique, les conditions climatiques ont un impact majeur sur les productions. Donc ça, en fait, on ne peut pas le changer, nous, malheureusement. On peut travailler avec nos collègues agriculteurs sur des semences qui sont un peu résilientes, voilà, mais on ne peut pas faire pleuvoir. Donc, du coup, on est vraiment totalement dépendant des conditions climatiques. C'est pour ça que la souveraineté, pour nous, en fait, ce n'est pas le bon angle d'attaque sur notre filière. Nous, la problématique, c'est effectivement les problématiques de compétitivité, puisque, évidemment, on se retrouve face à d'autres miels qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas forcément les mêmes règles que nous. Et donc, du coup, là, c'est un peu plus compliqué, effectivement, d'arriver à s'aligner en termes de prix. Tout le monde sait que ça coûte plus cher le travail en France. Voilà, donc ça, c'est un peu difficile. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que derrière, c'est nos abeilles qui font la pollinisation. Donc, si vous voulez continuer effectivement à conserver des apiculteurs en France, eh bien, il faut qu'ils puissent vivre. Et pour vivre, la seule solution, c'est de vendre du miel. Et si on veut vendre du miel, il faut pouvoir le produire. Donc, en fait, c'est un serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, la question, elle est bien là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place demain pour faire en sorte que sur tout le territoire français, que l'on soit au sud, que l'on soit au nord, on puisse répondre à ces questions-là. Donc, effectivement, on va demander pour la prochaine PAC qu'il y ait des moyens qui soient mis justement pour qu'on puisse avoir un dispositif, un peu comme, vous savez, l'ICHN pour les collègues au niveau des hectares. Et donc, on trouve une solution vis-à-vis de ça, quoi. Donc, il faut trouver une solution pour finalement tenir compte des services écosystémiques rendus par cet insecte, l'abeille. Tout à fait. C'est exactement le problème. Il faut qu'on arrive à trouver une péréquation pour faire en sorte que tout le monde puisse, en France, s'en sortir. Et ma difficulté que j'ai, puisque moi je suis apiculteur dans l'Hérault, je ne l'ai pas précisé, voilà, donc en Occitanie. Et donc la difficulté, c'est que j'ai des jeunes qui se sont installés il y a 5 ans et qui quittent le métier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils ne produisent pas les volumes nécessaires pour les investissements, parce que beaucoup de gens croient qu'on s'installe en apiculture
avec zéro argent, quoi. On arrive, hop, on va cueillir des essaims, on met ça dans des boîtes et puis hop, c'est parti. Ben, pas du tout, hein. Il faut du matériel pour déplacer les ruches. Nous, on transhume. Donc, on déplace les ruches pour aller chercher les mielés. Bien souvent, au printemps, ben, on est obligé, par rapport aux conditions climatiques, pour aller chercher les premières mielées, de pouvoir nourrir les colonies. Alors, ça paraît incroyable pour les gens qu'on soit obligé d'aller nourrir les colonies. Ben, si, parce que si on ne le fait pas, eh ben, en fait, on produira du miel l'été, mais on n'en produira pas avant. Or, pour arriver à avoir un volume suffisant à la ruche, ben, il faut qu'on démarre la production beaucoup plus tôt. Donc, c'est un vrai gros travail qu'il faut faire pour avoir les ruches en production rapidement. Et donc, derrière, c'est ce travail-là, quand on déplace les colonies, qui va permettre de faire tout ce travail écosystémique dont on a parlé. Mais vous voyez bien que si moi, je prends mes ruches, je les déplace au printemps et que je ne fais pas de miel, j'ai une charge de travail qui n'est pas payée. J'ai mes déplacements. Alors, j'ai un camion de 12 tonnes voilà, où je peux mettre 84 ruches en une fois que je déplace en une fois. Ben, c'est pareil, j'ai le gasoil, j'ai tous les frais sur le camion pour le garder en état, contrôle technique, chronotachygraphe, etc. Ben, qui va le payer? Et donc, c'est là où on voit qu'on ne peut plus s'en sortir si derrière, on n'a pas un volume de production nécessaire. Donc, le climat, la capacité derrière de nous aider quand on n'a pas les volumes pour conserver l'apiculture sur le territoire. Ça, c'est hyper important. Parce que si vous avez des apiculteurs que dans le nord de la France demain, eh ben, dans le Lauragais, c'est là où on fait beaucoup de semences. La France est première productrice mondiale de semences. Et les semences doivent avoir une certaine qualité. Et cette qualité est assurée par la pollinisation. Donc si vous n'avez plus ça demain, ben, voilà, on va perdre ça. Et évidemment, je ne parle pas du maraîchage, je ne parle pas des pommiculteurs, je ne parle pas du melon. Moi, dans ma carrière, pendant des années, j'étais chez le 4e producteur français de melon. J'ai apporté 200 ruches en pollinisation chez lui. Donc c'est pareil, il a besoin de nous. Et sinon, ben voilà, vous ne les avez pas, vous n'êtes pas capable d'avoir une rentabilité sur votre exploitation face à du melon espagnol, etc. Donc c'est extrêmement complexe et c'est ça qu'on veut faire toucher du doigt. C'est-à-dire que la pollinisation, c'est vraiment complexe. Et ça touche tout le monde agricole. Alors on reviendra vers nos amis agriculteurs, mais je voudrais d'abord donner la parole à Yannick Josion. Cher Yannick, vous êtes conseiller régional d'Occitanie. Vous représentez aujourd'hui Carole Delga, qui était très intéressée par notre débat. Vous êtes membre de la commission agriculture, agroalimentaire et viticulture de la région. J'ai noté que vous étiez fils d'éleveur de brebis, donc vous connaissez aussi le monde agricole. Et j'ai en tête que l'Occitanie, je crois que c'est toujours le cas, est la première région en termes d'IGP, d'AOP française. Cette dépendance structurelle des cultures d'une région comme la vôtre, touchée par le réchauffement climatique, est-elle structurelle? Est-ce que la région a décidé de s'emparer de ce sujet? Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est vrai qu'on réfléchit en fait à tous les... Il faut mettre le micro sur le menton. Oui, là c'est mieux. On réfléchit un petit peu à toutes les contraintes qu'il peut y avoir, que peuvent rencontrer les agriculteurs, on va dire au sens large, de leur diversité d'activités. Et donc c'est pour ça que nous aussi, on travaille depuis l'an dernier, depuis le salon d'agriculture de l'an dernier, sur un pacte de souveraineté alimentaire, hein, un petit peu comme le fait également l'État. Et on pense à plein de sujets comme l'eau, comme le foncier, l'accès au foncier, parce que c'est un gros problème pour les agriculteurs. Mais c'est vrai que le sujet sur l'apiculture est un sujet important qu'il ne faut surtout pas oublier. Et c'est vrai qu'on, dans ce pacte de souveraineté, on a envie aussi de dire il faut à un moment donné se déspécialiser, ne pas travailler que sur une monoculture ou sur une monoactivité. Et peut-être que c'est peut-être aussi l'avenir de l'apiculture, travailler en diversification par rapport à d'autres activités, parce qu'on se rend bien compte qu'être sur une seule activité, une seule culture, ça peut être dangereux à un moment donné. Donc on essaie de le voir aussi par ce prisme-là, essayer de soutenir cette polyculture élevage, un petit peu, on le met sous cet angle-là. Voilà, donc on réfléchit par rapport à ça, et puis on sent bien effectivement qu'à l'image des problématiques rencontrées par l'apiculture, on manque effectivement de consommation en local. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets peut-être à faire remonter, savoir comment la région pourrait faire évoluer son accompagnement sur la thématique. Donc il y a bien sûr des accompagnements communs que l'on peut proposer à l'ensemble des agriculteurs, comme la dotation jeune agriculteur. Donc les apiculteurs peuvent en profiter quand ils s'installent. La dotation dispositif unique dès qu'il y a des investissements.
Alors c'est vrai qu'en apiculture, il n'y a peut-être pas beaucoup d'investissements, si ce n'est pour ceux qui transforment, mais peut-être dans l'équipement de certains véhicules quand il s'agit de se déplacer. Et puis après, il y a le dispositif MAEC qui permet d'avoir effectivement une subvention par rapport à la ruche. Mais c'est vrai je pense qu'il faut être à l'écoute parce que de ce qui pourrait se mettre en place, du besoin de la filière pour effectivement à la pérenniser parce que c'est des sujets importants. Merci Yannick. Je vais me tourner vers, après les élus régionaux, les élus nationaux. Chère Mathilde Desjonquières, parlementaire, vous représentez aujourd'hui Marc Fesneau, dont vous êtes la suppléante, notre ancien ministre qui était à cette table d'hôte il y a 2 heures sur une autre thématique. On se disait lorsqu'on préparait cette table ronde avec les professionnels qu'on peut importer du miel, bien sûr, et d'ailleurs on en importe, il le faut, mais on ne peut pas importer de pollinisation. Est-ce que le Parlement mesure suffisamment le rôle de la pollinisation dans cette souveraineté alimentaire française? Alors le Parlement, il va le mesurer assez bien. Déjà, merci pour l'invitation. Merci Mathilde. Oui, le Parlement va le mesurer à partir du moment où il a toutes les informations et où il échange bien avec toutes les filières, toutes les structures, les apiculteurs, les agriculteurs, etc. Chacun a son biais, ses compétences, son parcours professionnel dans les députés, dans les sénateurs. Donc évidemment, on va avoir des approches différentes. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des tables rondes comme ça. C'est pour ça que c'est important de pouvoir... je parle souvent de transformation d'essai au rugby. C'est-à-dire que quand on est député... Vous avez été inspiré. Ouais, oui, alors... oui. Mais en fait, quand on est député ou même sénateur, on va avoir les remontées de terrain qui vont nous permettre de monter à l'Assemblée nationale les informations, de le transformer, en fait, l'essai en législatif. Et le législatif, est ce qui se passe, de le redescendre sur le territoire, de l'expliquer, d'échanger, de voir, et surtout ensuite d'aller contrôler la loi, comment est-ce qu'elle est appliquée, comment ça se passe, et de faire des allers-retours comme ça entre l'Assemblée nationale et le territoire. Et donc, je ne me prononcerai pas sur le fait si le Parlement est aujourd'hui assez informé ou pas sur la pollinisation. En tout cas, il faut qu'il le soit parce que c'est un véritable enjeu important. Certains vont être plus sensibles que d'autres. Je pense notamment à mes collègues Éric Martineau et Mickaël Cosson qui sont qui étaient prévus à cette table, oui, pour rien vous cacher, mais ils sont actuellement en train de prendre la parole à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Mais qui effectivement, eux, vont pouvoir, sont aussi avertis sur le sujet et vont pouvoir justement avertir les autres collègues pour pouvoir travailler sur l'aspect législatif. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Alors, on a parlé d'une menace qui pèse sur la filière, qui est le changement climatique. Il y en a une autre, c'est la résilience sanitaire. Je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment avoir en tête. Je vais me retourner de nouveau vers vous, Didier Romary. On a dit que dans les Vosges, vous avez maintenant le climat qui va bien. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de problématique sanitaire. Et vous avez le frelon asiatique qui aujourd'hui inquiète beaucoup. On reviendra vers vous, Mathilde, parce que vous étiez au Parlement lorsque ces sujets ont été votés. Mais tout n'est pas encore rentré en application. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de cette menace? Alors, pour parler des Vosges et du frelon asiatique, je dirais qu'on est la région qui, pour l'instant, subit le moins. On voit qu'il s'implante. Son développement est annuel, exponentiel. On a des collègues que je croisais tout à l'heure, voilà, dans les Alpes-Maritimes où c'est beaucoup plus compliqué. Clairement, on attendait la loi Frelon depuis un petit moment. Le décret donc, est sorti en décembre dernier. Maintenant, on attend les moyens. On attend les moyens pour vraiment qu'elle soit efficace. Donc, notamment pour coordonner toute la lutte à l'échelon national, à l'échelon régional. Et aussi pour indemniser en fait, les pertes. Donc là, on a vraiment besoin d'un geste fort de notre gouvernement qui mette en place des budgets nécessaires pour que cette loi soit efficace. Alors, cette loi, c'est une loi du 14 mars 2025, dont le décret, on en parlait il y a quelques minutes, Mathilde, est sorti il y a un mois, mais qui n'est pas vraiment rentré en application. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? Est-ce que les professionnels, Eric, pouvaient échanger là-dessus avec Madame la députée honoraire? Alors effectivement, on en parlait juste avant pour préparer nos échanges. La loi, donc vous avez rappelé les dates, elle a été effectivement votée 14 mars 2025. Le décret est paru, a été publié il y a un mois. Et en fait, pour nous, justement tout à l'heure on parlait de ce qu'on avait comme information, est-ce qu'on était au courant de tout ou pas. Pour nous, c'est dans les tuyaux, c'est la préfecture qui va coordonner, voilà. Et puis j'ai échangé avec Eric et qui me dit c'est pas complètement ça. Et donc là, on parle souvent de contrôle. Le Parlement, il a quand même deux rôles. Oui, il fait les lois, mais il fait le contrôle aussi des lois.
Et on ne fait pas assez de contrôle des lois. Parce qu'une fois que le Parlement a voté les lois, il faut bien les rendre faire, les appliquer. Enfin, on ne peut pas ensuite aller contre le Parlement, sinon à quoi sert le Parlement à la fin? Donc il y a un vrai sujet, voilà, qui ne touche pas que le sujet de la PPL Frelon-Cosson. Hein, c'est clairement, il y a, il y a d'autres sujets également. Mais effectivement, et donc ça nous a, enfin moi en tout cas, ça m'a interpellée, ça m'a interrogée, et j'en reparlerai avec les collègues à l'Assemblée. Ludovic, tu es agriculteur en Charente, Charente-Maritime même. Non, Charente, Charente. 16. 16. Non, 17, on ne connaît pas. J'ai pas les îles. Comment toi, qui est notamment en grande culture et qui a fait de la vigne aussi, tu appréhendes le sujet de ces changements, à la fois climatiques ou sanitaires, sur ces fameuses abeilles dont tu as besoin pour polliniser tes terres, tout simplement, tes cultures? C'est un sujet essentiel, mes pratiques agricoles. Effectivement, comme tu viens de le préciser, Mathieu, je suis effectivement céréalier. J'ai donc des céréales, mais j'ai aussi des oléos. Dans mes parcelles, dans mes rotations, parce que ça m'est important par l'aspect génétique et puis sanitaire hein, de mes terres, hein, pour avoir un aspect vraiment uniforme. Maintenant, les abeilles, la pollinisation, c'est un axe majeur pour l'avoir essayé chez moi et pour travailler avec des apiculteurs. On parlait du frelon asiatique, mais en parlant avec aussi donc des responsables de syndicats du miel en Charente, il y avait aussi l'aspect sanitaire du rucher, l'aspect sanitaire des fois à l'état des bois, des ruches, le varroa. Le varroa est un axe aussi très contraignant chez nous. Je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas chez nous, c'est quelque chose de très important. On parle de l'aide effectivement et des besoins financiers, mais il y a aussi le besoin de formation, peut-être même en tant qu'agriculteur, pour pourquoi pas avoir des ruchers au plus près de nos cultures. Et pour exemple, et pour l'avoir déjà fait, j'ai déjà pratiqué donc justement avec une trentaine de ruches sur des parcelles de colza essentiellement, parce que c'est souvent là où c'est le plus actif, parce que je rejoins un petit peu cette sortie d'hiver, même si on sait que l'abeille s'est déjà nourrie d'autres plantes avant, mais je dirais que la plante phare par rapport à céréalier, ça serait le colza. Eh bien, j'avais sur la même surface mis à, je crois, 50 km de différence entre deux parcelles, exactement la même surface, 30 ruchers d'un côté, rien de l'autre. Résultat des courses, avec la même conduite, hein, même espèce. Résultat des courses, 10 quintaux en plus sur la parcelle où j'avais les ruches, quoi. Et là, avec mes pratiques qui ne changeaient pas, quoi. Et là, c'est voilà l'aspect concret, l'aspect du besoin d'avoir des abeilles au plus près de nos cultures mellifères, mais c'était essentiel. Et cet aspect de formation, peut-être que moi, en tant que passionné, mais peut-être un petit peu peureux par le manque d'habitude de travailler avec ces petits animaux-là qui sont des fois un peu urticantes. Mais bon, après, c'est un peu comme tout, hein, c'est les affinités que l'on peut avoir avec l'élevage. Eh bien, je serais très curieux, moi, en tant qu'agriculteur, de me former, de me dire, tiens, pourquoi pas de contribuer à la production sans passer par la commercialisation directe. C'est un métier, la commercialisation directe. Je ne sais pas si je suis apte pour ça. Je laisse faire les compétences aux autres. Mais en tout cas, pour produire du miel, c'est vraiment une logique, Mathieu, pour répondre à ta question. C'est vraiment une logique dans laquelle je m'inscris parce que voilà, je m'adapte en fonction de mes cultures. Et puis, je pense à mes petites abeilles qui sont, comme tu l'as précisé, essentielles pour la souveraineté alimentaire. On va donner la parole à Yannick, notre conseiller régional. C'est vrai on en parle régulièrement de cette importance, effectivement, d'avoir des ruches proches des cultures, mais je ne sais pas, il y a la prise de conscience, après, peut-être elle n'est pas à la hauteur un petit peu des espérances, je dirais, peut-être de la filière, parce qu'on travaille beaucoup sur l'augmentation des quintaux par divers moyens, mais on a l'impression peut-être que ce n'est pas assez poussé, cette solution-là. Alors, comment ça se fait? Quels sont les freins, en fait, que vous rencontrez par rapport à ça pour arriver à en parler un petit peu plus, quoi? Alors, on va aller vers Eric. Tu présides l'Interpro, donc normalement, tu as réponse à tout. Oui, merci. Oui, alors, la question, ça c'est une question qui est très intéressante. Et avec mon collègue, justement, avec la FNSEA, c'était un combat du dialogue entre les agriculteurs et les apiculteurs. Parce que ça, c'est un dialogue qui est extrêmement important. C'est même le pilier, en fait, de notre capacité à produire, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les miels de fleurs qui sont effectivement les plus utilisés. C'est le colza, c'est le tournesol. Et pour pouvoir aller chercher, ça peut se faire qu'en synergie les uns avec les autres et pas contre les autres. Après, sur la question de la production, évidemment que moi, j'ai des collègues qui veulent absolument des ruches parce qu'ils ont bien compris, comme toi, que ça améliorait leur production. Mais il n'y en a pas assez, en fait. C'est-à-dire que nous, on va choisir aussi nos emplacements.
en fonction des mielés du secteur, des conditions climatiques du secteur. Je vous donne un exemple. La problématique du réchauffement climatique, par exemple, qu'on a nous dans le sud, fait que derrière, je vais aller faire du colza, mais derrière, j'ai un autre miel qui je vais un peu plus valoriser qui s'appelle l'acacia. Sauf que derrière, on peut arriver, à cause des conditions climatiques, à chevaucher les mielés. C'est-à-dire que, et donc du coup, quand vous êtes apiculteur, vous vous posez la question, vous vous dites, bon, est-ce que je vais quand même aller sur le colza, en sachant derrière que je pourrais louper une mielée qui, pour le coup, est plus valorisée pour moi. Voilà. Et donc du coup, le choix technique de l'itinéraire technique que l'on va faire, on va l'avoir comme ça tout au long de l'année. On l'a entre le châtaignier et le tournesol. Donc en fait, c'est des choix qui se font par l'apiculteur en fonction des spots qu'il a pour poser les ruches, mais aussi en fonction de l'année et en fait de la réactivité qu'il va avoir. Et pour avoir cette réactivité, heureusement, depuis des années, on a développé des outils. On a des balances, par exemple, connectées, où on met nos ruches dessus, qui permettent de surveiller l'état des ruches. Et à partir de là, on va faire des choix d'itinéraire technique. Mais c'est très complexe en termes de choix, parce que si vous faites le mauvais choix, vous pouvez aussi avoir dans votre acacia des remontées de miel de colza. Et ça, d'un autre côté, on ne le cherche pas, parce que vous allez avoir un miel qui va être déclassé toute fleur. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut du miel d'acacia le plus pur possible. Donc, vous voyez qu'on a vraiment des choix techniques qui ne sont pas simples et qui ne vont pas forcément, alors des fois, dans l'intérêt de l'agriculteur, mais des fois, on cherche notre intérêt aussi. D'où une discussion très complexe et un choix très complexe. Donc on peut déjà se dire deux choses au terme de cette première partie de la table ronde. Les parlementaires ont fait le job, ont fait voter des lois typiquement pour éviter ce fameux plan frelon, pour essayer de travailler sur des sujets, ça va se mettre en place. Le dialogue entre filières est absolument indispensable, il doit se prolonger. Donc ça, je pense que ce sont des points importants. Après, les itinéraires techniques, peut-être que, je ne sais pas si ce sont les chambres d'agriculture qui aussi vous accompagnent ou comment ça se passe, mais il y a peut-être aussi un rôle des régions. Président, Oui, on a parlé des MAEC tout à l'heure, là, vite fait. Bon, ça, c'est un outil qui est justement sur la partie pollinisation. Et on a aussi les ADA qui sont sur le développement apicole, qui servent aussi les aspects techniques. Voilà. Mais après, ça reste un choix de l'apiculteur. Et chaque apiculteur est représentant de sa société, de son entreprise. Et c'est à lui qu'il faut rester le choix. C'est pareil comme le type d'abeille qu'il utilise. Ce n'est pas un débat. Chacun travaille avec l'abeille qu'il veut. C'est le même truc. Mais je voudrais en profiter pour terminer, pour remercier les parlementaires. Parce que c'est grâce à eux qu'on a eu cette loi sur le frelon qu'on attendait. Parce qu'effectivement, on n'arrivait pas à faire bouger les choses au sein du plan pollinisateur, où effectivement, les deux ministères, Transition écologique et le MASA, donc le ministère de l'Agriculture, se sont envoyés la balle en disant non, c'est toi, non, c'est pas moi, parce qu'il est classé espèce exotique envahissante. Normalement, c'est le MTE qui doit s'occuper de ça. Mais nous sommes des agriculteurs et donc du coup, voilà. Donc merci pour la loi. Maintenant, voilà, il y a le contrôle de la loi, vous l'avez rappelé, et c'est là qu'on va encore vous demander un petit effort, un petit effort, parce que là, on n'est pas aidé par le gouvernement. Désolé de le dire comme ça, mais on a vraiment un problème là-dessus, quoi. Je vous donne la parole, Mathilde, et puis vous allez voir, ça va faire le pont avec un autre sujet qui est celui de la traçabilité, qui nous amène aussi sur la confiance que le consommateur peut avoir dans ses produits. Et là aussi, les parlementaires ont eu un rôle à jouer, mais je vous laisse finir sur ce sujet. Oui, c'était juste pour rebondir, effectivement. Bon, comme quoi le Parlement a quand même une utilité. Mais non, non, l'importance de dire et de redire, vraiment, que tout est lié. On peut pas avancer en silo. C'est vraiment, tout est transversal. J'ai toujours cette image de rouleau compresseur qui avance. Il faut arriver à faire avancer tout le monde en même temps. Alors, chacun va avancer de manière différente, chacun va avancer à une vitesse différente, et pour autant, il faut vraiment qu'on soit tous ensemble. Et le Parlement ne peut pas être dans son coin, les apiculteurs ne peuvent pas être dans leur coin, les agriculteurs ne peuvent pas être dans leur coin, chaque syndicat ne peut pas être non plus dans son coin. Et il faut vraiment avancer vraiment ensemble. Et les territoires engagés, alors effectivement, il y a l'aspect Parlement, mais il y a aussi l'aspect territoire engagé sur les collectivités territoriales, qui est aussi important, parce que derrière, il y a plein d'autres choses. Il y a l'aspect commercialisation dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi l'aspect communication, pédagogie et autres sur la consommation derrière, qui est relié à ça. Alors, on a parlé des menaces. On va parler maintenant des atouts de cette filière apicole. Peut-être, avant de donner la parole à Romain Lenoy sur ces enjeux, les enjeux des conditionneurs, peut-être rappeler, Eric, vous l'avez dit rapidement en introduction, mais le fait qu'on est obligé d'importer du miel et vous essayez de produire des miels de qualité en France avec des typicités. On a parlé du châtaignier, de l'acacia, de tournesol, on a parlé de plusieurs variétés de miel.
Oui, de la lavande, par exemple, Lavande, aussi, avec une IGP. on en parlera avec notre chef, vous allez voir. Voilà. Et donc, oui, tout à fait. Donc, on ne produit pas suffisamment de miel de toute façon pour la consommation française, donc on est mécaniquement obligé d'en importer. La vraie question qu'il faut se poser, c'est l'importation. Est-ce que c'est du vrai miel? Et là, c'est la vraie question. C'est-à-dire que nous, ce que l'on veut, effectivement, c'est que derrière, comme on n'arrive pas à produire assez, on en importe, mais qu'on s'assure qu'on ait du vrai miel. Et sur ces aspects-là, il s'agit de renouer la confiance avec le consommateur parce qu'on entend beaucoup de choses qui sont souvent fausses sur le miel, sur aussi le miel qu'on peut trouver en grande surface. Parce que moi, personnellement, je vends mon miel en gros, donc à des conditionneurs qui mettent en pot et qui le vendent en grande surface. Donc vous voyez qu'on peut retrouver du miel d'apiculteurs français en grande surface. Et puis voilà, il y a le miel étranger qui arrive. Et là, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit les collègues de la GMS qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais voilà, on les connaît, on travaille avec eux. Dans les contrats, quand ils achètent, ils vont demander des analyses. Et les collègues conditionneurs qui, eux, font ces analyses systématiquement pour s'assurer de la conformité des miels. Après, on ne va pas être, trop angélique. Parce que derrière, on sait très bien que c'est comme le dopage. La fraude, voilà, c'est compliqué. Il faut effectivement aller chercher les bonnes analyses. Ce n'est pas simple. Les gens améliorent leur technique de fraude. Et donc, on court toujours un peu derrière. Et c'est là où on en vient à la partie traçabilité que vous avez évoquée tout à l'heure, où derrière, on a la chance d'avoir eu de la révision de la directive miel et que cette révision dedans porte un volet sur la traçabilité. Et il faut absolument qu'on garantisse cette traçabilité pour qu'on ait les deux éléments, c'est-à-dire d'un côté la traçabilité, d'un autre côté les analyses, qui confirment la problématique qu'on a du vrai miel. Et c'est ça qui doit, in fine, derrière, rassurer le consommateur sur qu'est-ce qu'on propose. Alors, je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet de la confiance. C'est un travail que le Parlement, pour le coup, suit très attentivement depuis de nombreuses années, avec notamment la production française, mais c'est surtout de savoir qu'est-ce que le consommateur va avoir dans son assiette. Alors, je vais me tourner donc vers Romain Launoy, directeur marketing et communication de Famille Michaud. Vous êtes accompagné, Romain, de Christelle Jasserand, qui est secrétaire générale de cette belle entreprise familiale française. Comment on fait le tri aujourd'hui entre du miel que vous importez, du miel que vous conditionnez en France, du miel que vous produisez vous-même, parce que vous m'avez dit que vous aviez vos propres ruches. Alors peut-être pour commencer, on peut préciser ce qu'est le rôle d'un conditionneur aujourd'hui. Un conditionneur, son métier, ça va être déjà de sélectionner des miels et effectivement de les contrôler. Eric l'a précisé, le contrôle et la traçabilité elle est vraiment au cœur du sujet. On sait qu'aujourd'hui le miel fait partie des 5 produits dans l'agroalimentaire sur lesquels il y a le plus de non-conformité et de fraude. Donc on a un vrai sujet pour gagner la confiance des consommateurs dans toute cette thématique de contrôle et d'analyse. Et c'est là que le conditionneur intervient. On va contrôler les thématiques sur lesquelles il peut y avoir des non-conformités ou de la fraude. C'est-à-dire des non-conformités liées à de l'origine florale, de l'origine géographique et également ce que l'on va avoir, ça va être de l'adultération, donc l'ajout de sirop de sucre dans le miel. Pour qu'il y ait écrit miel sur une étiquette, il faut que ce soit 100% du miel, c'est le travail de l'abeille, on n'ajoute rien, on n'enlève rien. Donc la réglementation, elle est hyper claire là-dessus et c'est vraiment là où interviennent les conditionneurs aujourd'hui, c'est dans ce travail de sourcing, de sélection, de contrôle et d'analyse. Sur les analyses, il y a un point qui est important, on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur les analyses. Les analyses, il faut qu'elles soient faites avec des méthodes qui sont reconnues, accréditées. Il y a beaucoup de nouvelles types d'analyses qui circulent. On en entend parler avec des laboratoires estoniens notamment qui ont émergé dans les médias depuis plusieurs mois. Il faut se méfier aussi du niveau d'analyse, du type d'analyse que l'on va pouvoir trouver. C'est important d'être sur des analyses qui sont reconnues, qui sont accréditées et qui vont nous permettre de regagner la confiance des consommateurs. Donc on est vraiment au cœur du sujet dans cette question de confiance, de contrôle et de traçabilité. Et c'est là qu'interviennent effectivement les conditionneurs. On est le maillon entre l'amont des apiculteurs français avec qui on va travailler pour justement pousser, valoriser le miel de France. Mais comme vous le disiez, on n'est pas autosuffisant aujourd'hui et on a un énorme déficit dans notre production. Eric l'a reprécisé, on produit en moyenne 25 000 tonnes de miel, on en consomme entre 45 000 et 50 000 au sein du territoire français, et c'est même la même chose au niveau européen. C'est-à-dire qu'au niveau européen, on va produire à peu près 280 000 tonnes de miel et on va en consommer 450 000 tonnes. Donc on a un déficit aussi au niveau européen. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur, rapidement, je le dis devant Mathilde Desjonquières, les grands moments qui ont permis
de mettre en place cette transparence. Une loi en 2020 sur la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires, entrée en vigueur le 1er juillet 2022, et une directive miel, tu en parlais à l'instant, Eric, qui va rentrer en vigueur en juin prochain, donc dans quelques semaines maintenant, avec l'idée d'une traçabilité renforcée de la ruche à la cuillère un peu. Est-ce qu'on peut bien dire ce qui, et notamment pour les journalistes, ce qui va changer avec cette double réglementation française et européenne? Allez, Eric. Oui, alors très clairement, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on a eu d'abord un premier travail qui a été sur l'étiquetage, puisque derrière, on avait la possibilité, dans la directive miel précédente, de pouvoir écrire sur le pot de miel quand c'était des mélanges d'origines différentes, mélange UE, mélange non UE. Évidemment, ça veut tout dire et rien dire. C'était une option, l'option est devenue la règle. Évidemment, les consommateurs, ça ne leur a pas plu. Évidemment, la confiance s'est érodée et derrière, on a dit il faut être transparent et donc on va mettre l'ensemble des pays. Et au-delà de ça, derrière le combat, ça a été l'ensemble des pays, mais c'était aussi la demande de mettre les pourcentages de chaque pays présent dans le pot. Pourquoi le pourcentage? Et ça, c'est assez unique dans le monde alimentaire. C'est unique. Et il y a une raison à ça, c'est-à-dire que si on veut faire de la traçabilité derrière, c'est les deux éléments. C'est-à-dire que la problématique, on vous l'a dit, les analyses, il faudra en faire. C'est un des piliers. Mais la difficulté de l'analyse, c'est que c'est coûteux. Voilà, il faut le faire bien sûr systématiquement. Et il y a un certain type d'analyses qui sont plus complexes que d'autres. Je ne veux pas rentrer dans la difficulté des analyses, mais selon ce que vous analysez, ça n'a pas le même coût non plus. Et donc l'idée, c'est de se dire que dans un premier temps, vous travaillez déjà sur le documentaire. Ça veut dire vous travaillez sur ce qui est marqué sur les pots, sur la comptabilité, les intrants, et à partir de là, vous êtes en capacité, si tout est bien tracé, de dire tout va bien. Et après, vous complétez avec une analyse pour dire, voilà, c'est bon, c'est pas bon. Et donc, quand il y a une suspicion, justement, sur quelque chose, à cause de la traçabilité, je prends souvent l'exemple des lasagnes de cheval, qui ont été très connues à une époque. Comment on a trouvé que c'était du cheval? Pas en analysant, en faisant de la traçabilité. Mais ça n'empêche pas que derrière, nous, dans notre filière, on peut avoir une suspicion par rapport à la traçabilité, mais derrière, le fait de faire cette analyse va confirmer la suspicion. Donc voilà, on a les deux éléments, l'information du consommateur et la traçabilité et l'analyse qui permettent tous les trois de régler la question de la fraude. Et il faut qu'on la règle. Parce que le consommateur, on veut qu'il soit rassuré sur ce qu'il achète. On a tous à y gagner. Il n'est pas possible aujourd'hui qu'on ait encore ce genre de problème. Et puis il y a un dernier petit problème, si tu me permets, Mathieu, parce qu'on a parlé des fraudes, on dit que c'est le deuxième denrée alimentaire plus fraudée après l'huile d'olive. Alors attention, il y a la fraude qui est la fraude, on l'a dit, à l'adultération. Elle est quand même très faible, voire infinitésimale. La fraude, c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. La fraude, elle est aussi, et beaucoup malheureusement, sur des problématiques d'étiquetage, parce que nous, en tant qu'apiculteurs, quand on vend notre produit, on n'est pas toujours bien informé, on se retrouve contrôlé, ce qui est normal sur les marchés, et derrière, voilà, l'étiquette, on n'a pas mis le bon logo, on n'a pas mis, voilà. Bon. Donc il y a quand même aussi dans les statistiques, voilà, donc que le consommateur soit aussi un peu rassuré sur ces éléments-là. Il y a effectivement la vraie fraude, et puis il y a les problématiques d'étiquetage qui, elles, derrière. Voilà. Alors par contre, en GMS, il faut le dire, là-dessus, il n'y a pas ce problème-là, parce que les cahiers des charges et les contrôles sont présents en permanence, donc on n'a pas cette problématique-là. Voilà, donc on va faire rebondir Romain justement. C'est pour ça que j'ai parlé des fraudes et des non-conformités. Parce qu'effectivement, ce n'est pas que de la fraude, ça peut être de la non-conformité à l'étiquetage qu'on peut retrouver effectivement sur des circuits courts. La grande distribution est sensiblement bien contrôlée et les derniers rapports de la DGCRF montrent qu'effectivement la grande distribution est un circuit qui est contrôlé et sur lequel on a des produits qui sont très conformes. Alors les Français, et je le dis aussi sous le contrôle d'une ancienne parlementaire, sont très attachés à un logo qui a fleuri dans de nombreuses filières, ce fameux hexagone qui géré par une association, la PAF. Il y a cette démarche qui est actuellement entreprise par la filière miel. Je ne sais pas si oui, Eric ou Didier. Oui, effectivement. On s'est posé la question à un moment donné justement de savoir comment faire pour que dans un rayon de supermarché, on puisse identifier d'un seul coup d'œil le miel français. Donc on a fait une enquête dans la filière pour poser la question aux apiculteurs.
Vous en pensez quoi? Et finalement, un certain nombre d'apiculteurs se sont bien rendus compte qu'on avait un vrai problème à ce niveau-là. Et donc, on s'est engagé avec un certain nombre d'apiculteurs à vouloir effectivement cette démarche. Donc aujourd'hui, au sein d'Interapie, on y réfléchit. On est en train de monter un dossier au niveau APAF pour effectivement faire en sorte que dans le rayon, on ait une lisibilité immédiate de ce qu'est un pot de miel français. Et la difficulté pour nous, effectivement, ça va être de mettre en place un cahier des charges qui soit très exigeant pour garantir aux consommateurs ce qu'il y a dans le pot. Et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce qui va faire, comme d'ailleurs pour la viande, hein, la qualité de ce travail, ça sera le cahier des charges et il ne faut pas qu'on laisse passer quoi que ce soit. Autre sujet, puisqu'il y a le miel français, et puis après, il y a les SICO, les IGP, Provence, AOP Corse, ça démarre. Pour quelles raisons vous rentrez dans ces démarches, Didier? Tout simplement pour mieux valoriser les productions, mais je voulais surtout apporter un complément à ce que disait Eric. On est en pleine normalisation du miel ISO. Et là, c'est important que la France fasse mettre en avant sa normalisation et ses standards. Parce que si c'est pour revoir nos réglementations à la baisse et qu'on se fasse arroser par du miel que l'on ne souhaite pas produire chez nous, c'est pas possible non plus. Donc je pense que voilà, on a parlé rapidement des Il y a une logique de segmentation finalement du marché avec ces miels SICO et... Après, ça reste quand même le SICO reste quand même une niche. Voilà, c'est pas. Je crois que là, tu peux peut-être porter un complément, mais voilà. Oui, parce que vous êtes un gros acteur. Je vais parler d'un circuit que l'on connaît, le circuit que je maîtrise, la grande distribution. Après, aujourd'hui, c'est dans les études, plus d'un pot sur deux de miel qui est vendu en France est vendu en GMS. Donc, ça reste un circuit majeur. Mais effectivement, 80% des volumes, ça va être des miels dits de grande culture, colza, tournesol, toute fleur. Les miels monofloraux, que ce soit un tilleul, un lavande de Provence, un châtaignier, vont peser en volume beaucoup moins que les miels qui vont être vendus en grande distribution avec des miels dits toutes fleurs. Donc on est sur des circuits courts, peut-être sur effectivement des miels de marché qui correspondent plus. En grande distribution, effectivement, ça reste plutôt des marchés de niche. Ouais. Juste pour terminer, en fait, je pense que les apiculteurs ne sont pas contre la concurrence, mais si elle est loyale. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Voilà, et surtout, il faut qu'on défende nos standards de production et qu'on n'apporte pas l'agriculteur qu'on ne souhaite pas avoir chez nous, quoi. Mathilde Jonquière, cette volonté de traçabilité, d'étiquetage, de respect du consommateur, c'est un combat que vous avez mené. Oui, c'est un essentiel déjà. La traçabilité, effectivement, le sujet des étiquetages, le fait de mettre en avant aussi notre savoir-faire français. Et puis dans cette question aussi des atouts de la filière apicole, ce que moi je vois aussi, c'est tout le savoir-faire génétique qu'il y a au niveau des apiculteurs. Ça, c'est extrêmement précieux derrière. Et pour le coup, je trouve que le Parlement a aussi un regard important à garder sur les budgets recherche par rapport à ça. Donc tout ça est en lien, mais voilà. Merci Mathilde. Alors, lorsque on respecte le consommateur, qu'on met en place de la traçabilité, tous les efforts qui ont été faits ces derniers mois, ces dernières années par la filière, il faut aussi inciter le consommateur à découvrir vos produits. Je vais me retourner vers vous, Romain Lenouaille. Comment vous essayez de... C'est pas facile de travailler avec la GMS parfois. Comment vous essayez de les dynamiser sur ce rayon et leur faire prendre conscience de l'importance de ce rayon? Alors, ça passe par des temps forts. La grande distribution fonctionne aussi beaucoup autour de temps forts et de mise en avant de produits. Donc, l'idée, c'est qu'on conserve le maximum de place dans le linéaire du petit déjeuner pour le miel. Et ça, c'est un vrai enjeu, je pense, pour toute la filière, hein, de se dire qu'on est coincé un peu entre les confitures, un peu entre les pâtes à tartiner et qu'on a tous l'objectif que le linéaire miel reste le plus large possible avec le maximum de références. Et puis ensuite, pour venir recruter des consommateurs, parce qu'aujourd'hui, il y a environ, on parle de taux de pénétration, 40% des consommateurs qui font leurs courses en grande distribution, qui vont acheter du miel. Et l'objectif, c'est de le faire sortir du rayon. Et pour le faire sortir du rayon, il y a ces temps forts. La chandeleur reste aujourd'hui un énorme moment de consommation. 60% des Français célèbrent la chandeleur et donc
On a tout intérêt à créer de l'animation pendant ce temps fort, janvier, février, autour de grands événements. Et l'Happy Week, qui aujourd'hui est rentrée dans le calendrier de la grande distribution de plus en plus au mois d'octobre. Cette année, c'était du 3 au 12 octobre, est devenu un moment de consommation qui rentre dans le calendrier aussi des Français. Donc l'objectif, c'est créer de l'animation autour du miel en grande distribution, faire de la dégustation, et on le voit aujourd'hui sur le salon de l'agriculture. On a intérêt à faire goûter, à faire découvrir les miels, des variétés florales que les consommateurs n'ont pas l'habitude de déguster. C'est un moment qui est important et ça passe aussi par ces éléments de dégustation et d'animation. Et la Happy Week, c'est un événement qui prend de l'ampleur à l'initiative de l'interprofession. Avec, je crois que cette année, on était à presque 350 événements partout en France, donc sur des ruchers. Il y a vraiment cette démarche pédagogique, cette démarche d'ouvrir les ruchers, de parler du miel, parler de l'abeille. C'est sur le terrain, c'est un peu partout en France et c'est aussi également en grande distribution. Alors, évidemment, on s'était dit qu'on allait vous faire des crêpes au miel. Comme vous le disiez, la Chandeleur, c'est qui n'a pas fait ses crêpes et mis un bon miel de son choix. On a décidé de faire des pommes au miel et ça me permet de poser une question à Éric Coisel, donc, qui est trésorier de l'association Eurotoc, chef plutôt spécialisé dans le poisson d'ailleurs, mais par ailleurs apiculteur. Est-ce que tu peux, Éric, nous dire un peu comment on utilise le miel en gastronomie aujourd'hui, mais peut-être d'abord ce que tu produis, nous présenter ton miel. Oui, donc j'ai commencé la passion des abeilles parce que j'étais passionné de la vie des abeilles. Après, le miel, c'était un cadeau de la passion, enfin voilà. J'ai commencé dans les années 80 en Normandie. Évidemment, on faisait beaucoup de miel colza, tournesol. Voilà, donc ça pissait quand même, si on peut dire. Ça donnait des quantités, voilà. Bon, maintenant, depuis 30 ans, je suis dans le bas de la Drôme, à Rochegude, où essentiellement, je fais du miel de lavande. Et évidemment, aussi avec toutes les contraintes qu'il y a dans le sud, maintenant avec la chaleur qui dessèche la lavande au début de la floraison, qui donne des récoltes comme cette année catastrophiques. Voilà. Après, sur la vie des abeilles, il faut vraiment les aider. Je le vois, je laisse un peu quand même la vie des abeilles, je ne change pas les reines tous les ans, voilà, pour avoir je suis amateur. Mais il faut quand même une grande surveillance. Ces dernières années, ce que je peux voir, c'est vraiment les abeilles, il faut les aider. Il faut les aider au niveau de l'eau l'été, ça c'est important. Parce qu'il y a beaucoup d'apiculteurs, je vois, ils mettent les ruches et ils laissent faire. Après, c'est vrai que les abeilles, il faut aller chercher l'eau très loin. Et ça, c'est de la production en moins, je pense. Hein. C'est une qualité de vie. Voilà, c'est un peu le parcours des abeilles. Voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, dans la cuisine... Alors, le miel en gastronomie. En gastronomie. Parce que c'est quand même un produit plaisir, le miel. Oui, donc j'ai tout essayé. Enfin, je veux dire, au début, quand je produisais mon miel, j'ai tout essayé. Hein. Mettre des macérations, faire des vinaigres, tout ça, voilà. Après, maintenant, j'ai un peu changé j'aime bien le miel nature, voilà. Après, je l'utilise beaucoup en condiment. Je trouve plus intéressant, par exemple, quand on fait une vinaigrette, de mettre un peu de miel avec le vinaigre et un petit peu de vinaigre. Vous allez voir, vous essayez, vous allez voir, vous allez mieux aimer la salade et tout ça, ça arrondit bien la salade. Quand on fait un coulis de tomate, au lieu de mettre du sucre, vous mettez du miel, vous allez voir au niveau du goût. Ça le sucre pas non plus, mais ça donne une rondeur là, au concassé de tomate. Après, le miel, on peut le mettre dans beaucoup de choses, hein, sur le canard, même du poisson aussi, sur le saumon. On peut faire le caramélisé, le cabillaud, sur le côté peau. Faut pas en mettre partout. Mais oui, mais bon, voilà. Ouais. Les légumes rôtis, les pommes, les fruits, ça c'est important. Et je trouve aussi, on oublie de dire, pour défendre de plus en plus, c'est de nature. Nature avec un verre d'eau chaude, une tranche de citron, on boit ça l'hiver, mais c'est vachement agréable. Alors on peut goûter les miels qui sont sur la table. On va vous faire passer les petites cuillères propres. Et pendant ce temps-là, donc il nous reste une dizaine de minutes pour rester. Tu veux prendre la parole, Ludovic, j'ai l'impression. Alors juste Mathieu, oui. Ouais, juste rajouter un tout petit point par rapport à ce qui est dit, parce qu'on a parlé beaucoup de miel. Oui. Mais il y a les autres produits de la ruche. C'est ça. Nous, c'est pas que le miel, ce sont les produits de la ruche. Et donc derrière, on a la gelée royale. Donc j'aime juste dire un petit mot par rapport à la gelée royale qui fait partie de notre interprofession et qui est un produit aussi magnifique qu'il faut absolument promouvoir.
Qui est très méconnu. Qui est très méconnu. On importe 90 tonnes, on ne produit que 5 tonnes. Donc vous voyez que voilà, il y a aussi du travail pour trouver. Et beaucoup de gens, quand ils achètent de la gelée royale, bah, ils ne savent pas que c'est de la gelée royale chinoise et pas française. Donc là aussi, il y a un vrai travail d'explication. Le pollen aussi est très important. C'est des protéines. Il faut savoir que l'abeille se nourrit de deux choses. D'un côté, le pollen, les protéines, et d'un autre côté, de produits sucrés, donc le nectar, qui permet de fabriquer le miel, que les abeilles fabriquent, justement, pas l'homme. Hein, on le rappelle bien ici. Donc le pollen est très important aussi. Vous pouvez le consommer frais. Je vous invite à le consommer frais. Vous verrez, c'est vraiment fantastique. Et la propolis, qui est beaucoup plus utilisée en alcoolat, etc., qui est un antibiotique naturel, qui est vraiment quelque chose aussi de très utile, qui se mange un peu plus difficilement. Mais quand vous avez mal à la gorge, je peux vous garantir des petites, des petits bonbons à la propolis, c'est parfait, quoi. Merci de cette précision parce que Interapis, c'est effectivement l'interprofession des produits de la ruche. On connaît tous le miel et on ne connaît pas forcément les autres produits de la ruche. Tu voulais rebondir, Ludovic? Oui, je voulais rebondir sur une première remarque que tu avais fait au début, là, sur quel serait un petit peu le développement du marché du miel en France. Je pense qu'il y a une forme aussi d'éducation au sein de nos plus petites têtes blondes dans nos écoles. Olivia Grégoire a lancé une loi qui a été donc de l'éducation à l'alimentation. Le miel a toute sa place dans cette partie-là. C'est quelque chose de très important parce que rééduquer l'utilisation du miel pour les repas, pour les bienfaits, pour l'équilibre d'une alimentation saine, eh bien, je trouve que c'est assez essentiel. Et l'autre petit axe majeur, je trouve que c'est un très bon complément alimentaire et puis un antioxydant et tout ce que l'on veut, mais aussi un très très bon cicatrisant. J'ai aussi la chance de côtoyer quelques médecins dans mon giron et beaucoup utilisent le miel pour avoir des cicatrices beaucoup plus propres et qui guérissent vraiment dans le temps. Donc vraiment les vertus du miel par notre petite abeille, il n'y a plus de preuves, il faut juste l'éduquer. Merci. Alors la loi qui a été votée pour l'instant uniquement à l'Assemblée nationale, la PPL d'Olivier Grégoire, il faut absolument que les sénateurs la votent dans les semaines ou les mois qui viennent, donc qu'elle soit mise à l'ordre du jour du Sénat. Mathilde Jonquière, sur cet aspect éducation. Oui, alors effectivement, tout à l'heure, j'ai employé le terme de territoire engagé, de l'importance des territoires engagés. Mais en fait, c'était le fil sur la pédagogie, justement, avec les petites têtes blondes que je voulais tirer. J'habite à Blois, donc c'est le territoire d'Aglopolis, en termes de collectivité territoriale. Et on a justement le syndicat des apiculteurs du Loir-et-Cher qui est engagé avec l'Aglo et qui a installé 6 ruches sur le toit de l'Aglo, etc. Et au mois de juin, il y a toujours tous les ans la récolte du miel avec les enfants qui viennent avec leurs parents. Et donc, ça permet justement d'expliquer le fonctionnement, comment ça se passe, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait avec les abeilles, comment se passe la pollinisation, tout ce qui touche autour du miel, autour de l'économie, mais aussi sur l'aspect plus comment ça fonctionne tout simplement pour eux. Et c'est extrêmement important d'avoir ça, parce qu'aussi derrière, si on tire le fil un peu plus loin, il y a la question de la transmission ensuite derrière sur les exploitations, etc. Et c'est aussi important. Eric? Juste un petit point par rapport à ça. Pour une fois, je ne vais pas remercier l'Europe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, au niveau européen, il y a la possibilité effectivement de mettre en avant, justement, dans les écoles, il y a la semaine du goût, il y a des programmes, des programmes européens. Fruits à et on ne peut pas mettre le miel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est sucré, c'est ça? Voilà. Oui. C'est-à-dire que ça va falloir trouver une solution avec vous, les parlementaires, pour qu'on fasse changer ça. Parce que l'éducation, ça a été rappelé, c'est quelque chose d'essentiel. Et mettre le miel au niveau du sucre, il faut arrêter, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, ça, c'est pas possible. Et il va falloir que ça puisse changer. Parce que pour nous, c'est très important d'aller justement éduquer le consommateur, éduquer nos jeunes têtes blondes, ou pas d'ailleurs. Et si on ne fait pas ça, en fait, on ne va pas y arriver non plus, quoi. Si on nous met des bâtons dans les roues à ce niveau-là, c'est quand même incroyable qu'il y a quelqu'un qui ait pensé à ça, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné... vous savez, on a animé un collectif du petit déjeuner pendant de nombreuses années, une dizaine d'années, et on a eu l'éducation nationale qui disait qu'il ne fallait pas qu'on propose un petit déjeuner aux enfants à l'école, parce que s'ils en avaient déjà mangé un, ils allaient en manger un deuxième. Donc, moralité, il y en a qui ont 50% arrivent le ventre vide. Et forcément, à 11 h, ils ont un petit peu de mal à suivre les cours, alors que s'ils avaient pris une petite cuillère de miel, ça irait pas mal. Avant que vous ne rejoigniez le commissaire Hansen, Eric, il y a peut-être des journalistes qui ont des questions à poser, ou d'autres membres. Alors, monsieur, vous vous présentez? Donc, François Chauveau, moi je ne suis pas journaliste, mais je suis agriculteur, avec une activité apicole sur ma ferme
et en même temps administrateur d'associations de producteurs de végétal, notamment la FOP, et en lien avec le groupe Sophie Protéol. Et j'interviendrai dans le domaine de la pollinisation. Vous avez très bien travaillé. Je vous remercie d'organiser cette table ronde d'abord, même si certains l'ont appelée rectangulaire. Et ce qui est dommage, ce qui nous manque un peu autour de la table, c'est les semenciers aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait un certain nombre d'efforts, notamment aussi dans le domaine de la mise en place de bols alimentaires sur le terrain, de bols alimentaires pour éviter les ruptures entre les mielés. Parce que c'est un point qui nous pose d'énormes problèmes. Eric a très bien tout retracé, je ne m'étalerai pas là-dessus. Mais effectivement, que ce soit sur l'Occitanie ou sur toutes les zones intermédiaires qui commencent en Poitou-Charentes jusqu'à Dijon, aujourd'hui, le maintien de l'apiculture est un vrai problème. Donc voilà. Mais la France est un très beau territoire en production de miel. Et j'invite à développer l'installation d'apiculture. Mais il nous faudra une conjoncture meilleure. Puisqu'aujourd'hui, j'ai 5 collègues qui prennent la retraite. Ça fait 2500 ruches en production sur le Poitou-Charentes. 0 repreneur et 0 projet qui passe financièrement par le banquier. Parce qu'il faut de l'argent pour s'installer, ça a été rappelé. Une installation d'apiculture, c'est un budget de 500 000 euros. Entre le fonds de roulement, l'investissement de mielerie, les poids lourds et compagnie. Donc, c'est pas rien. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Merci François. Autre question? Alors, il y a le Lionel qui va poser. Bon, vous m'avez volé ma première question sur la. Non, mais c'est très bien. Justement sur la transmission et parce qu'il y a des gros enjeux économiques, donc c'est probablement un métier moins attractif. Et je voulais savoir qu'est-ce qui était mis en place au niveau de la filière sur la reprise d'exploitation apicole. Et ma deuxième question, c'était, il n'y a pas de bon débat si on ne parle pas technologie, intelligence artificielle et consorts, mais quand même, comment est-ce que vous êtes aidés aujourd'hui et quels sont les moyens qui vous aident à avoir une meilleure rentabilité économique et puis à échapper aux problèmes justement hydriques, de frelons, etc. Comment est-ce que la technologie vous aide? Alors sur le premier point, la question de renouvellement des générations, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un métier, heureusement, attractif. La difficulté qu'on a, c'est effectivement la reprise des exploitations. Pourquoi? Parce que selon où vous vous trouvez, vous êtes plus ou moins attractif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai 59 ans. Mon exploitation, je ne vais pas la vendre parce que je vais emmener quelqu'un dans un mur, quoi. Si on n'arrive pas dans la nouvelle PAC, aussi avec les MAEC, si on n'arrive pas derrière à sécuriser les exploitations financièrement, ce n'est pas la peine. Vous allez dans le mur. Donc moi, je ne vais pas envoyer quelqu'un dans le mur. Ça, c'est hors de question. Après, effectivement, il y a des gens qui s'installent dans les endroits où c'est plus propice. Mais du coup, une installation, ce n'est pas une reprise d'exploitation. Je rappelle quand même que la moyenne d'âge des agriculteurs, c'est plus de 51 ans. Et donc, du coup, c'est vrai pour tout le monde, quoi. Pas que pour les agriculteurs, mais les apiculteurs aussi. Et donc, du coup, on a une vraie difficulté derrière à faire en sorte qu'on puisse aller avec des engagements financiers sur des reprises d'exploitation dans des zones qui ne sont pas attractives ou qui ne permettront pas demain d'assurer un revenu. Donc c'est là où on a une difficulté. Après, sur l'attractivité du métier, France Agrimaire, chaque année, fait un travail justement sur un questionnement auprès des apiculteurs. Il y en a peu qui veulent arrêter finalement, heureusement. Mais ceux qui viennent dans la profession, ils vont là où il y a déjà des productions qui se font et où les gens s'en sortent. C'est là où, en fait, on a une France à 2 vitesses, quoi. Il va falloir trouver une solution là-dessus. Sur votre autre question par rapport alors, à l'IA, etc., et tout ça, il y a des projets sur un tas de choses. Hein. On a un institut qui s'appelle l'ITSAP, Institut de pollinisation et d'abeilles, Institut technique. Et cet institut travaille sur un tas de choses. Et donc, par exemple, ils utilisent l'IA pour essayer de faire de la reconnaissance sur des plaques pour voir les varrois, donc qui sont des acariens qui posent problème, donc pour mesurer le taux d'acariens dans les ruches. Ils font un tas d'autres travaux de connaissance et d'utilisation des produits justement pour essayer d'éliminer ce vecteur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que varroa, c'est un problème, mais c'est surtout un vecteur. C'est exactement comme le moustique tigre. Je prends souvent cet exemple-là. Si vous en avez ici, on se fait tous piquer, ce n'est pas très grave, si on n'a pas le chikungunya ou la dengue. Si par contre, il y en a un qui l'a, alors là, c'est l'épidémie pour tout le monde. Et c'est ce qui se passe dans les ruches. Quand il est arrivé il y a plus de 20 ans, 30 ans maintenant, en fait, il n'y avait pas autant de virus qui circulaient. Et donc, du coup, au début, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Mais les années passant, les virus ont commencé à créer des dégâts. Et aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de virus qui sont répertoriés, dont des virus qui, quand ils passent par trophallaxie, c'est-à-dire par échange des langues des abeilles, ne font aucun dégât. Mais dès qu'ils passent par
la matière grasse de l'abeille, donc piquée par le varroa, il peut tuer l'abeille. Donc vous voyez que c'est là la difficulté et la complexité en fait d'aller gérer les parasites. Et malheureusement, on en a d'autres qui vont arriver. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un autre parasite, un autre acarien qui s'appelle Tropilaleaps, qui est probablement en Ukraine, qui est suspecté en Roumanie. Et donc du coup, aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup de ce côté-là, parce qu'on sait que ça sera des dégâts encore plus grands que varroa. Et puis, on a un petit coléoptère dans le sud de l'Italie, Aetina tumida, qui pourra un jour arriver en France, qui arrivera un jour en France, parce qu'il est en Italie, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas jusque chez nous. Et donc, tout ça, on s'y prépare, mais malheureusement, c'est encore du travail en plus. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur nos exploitations, en fait, ce qui nous pose problème, c'est que non seulement on a les problématiques de production, mais un apiculteur, il est limité en nombre de ruches dans lesquelles il peut s'occuper. Et donc, si derrière, je passe 10 heures par an par ruche, et que demain je dois en passer 20, ben, comment je fais quoi? Je ne sais plus faire, quoi. Et donc évidemment la seule solution c'est de vendre plus cher mon miel, mais évidemment là aussi il y a la limite du consommateur. Donc vous voyez qu'on se retrouve contraint sur pas mal de choses. Et donc voilà, heureusement les gens sont encore attirés par le métier. On fait tout. Avec l'Api Week, c'est aussi un moment où derrière on parle du métier, on ouvre les exploitations, on essaye aussi de dynamiser ce côté-là, plus le produit, etc. Donc, franchement, si on peut rebondir sur ces éléments positifs, c'est que l'Api Week, qui est géré par Simon, qui est là au niveau d'Interapie, que je remercie parce qu'ils ont une commission dynamique au niveau, justement, communication, et avec des partenaires qui jouent le jeu. Et ça, c'est important, que ce soit la GMS qui joue le jeu, que ce soit les conditionneurs, que ce soit les apiculteurs quand ils ouvrent. Voilà, tout ça, c'est hyper important pour vraiment dynamiser la filière. Alors, on va donner la parole, ça va être un peu un mot de la fin, hein, parce qu'on avait dit que vous deviez rejoindre le commissaire européen. Mais alors, rassurez-vous, on peut rester à table, on va pouvoir goûter les miels. Vous allez pouvoir, mesdames et messieurs les journalistes, poser des questions aux autres intervenants. Mathilde et Jonquière. Alors, surtout que le mot de la fin, ça va être une question. Qui vient de m'échapper. Mince. Oui, je voulais savoir. Donc, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure, il y a à peu près 5% de professionnels qui ont à peu près 50-70%, c'est ça, du cheptel 50% de cheptel. Comment est-ce que vous travaillez? Quel lien est-ce que vous avez avec les amateurs? Et à côté de ça, comment est-ce que vous verriez, il y a énormément d'apiculteurs professionnels qui donnent de leur temps pour expliquer aux amateurs justement comment faire, comment récolter son miel, les conseils, les aider parfois quand il y a des maladies qui arrivent dans les ruches et autres. Est-ce qu'on peut se poser la question justement d'un financement sur ce temps donné qui peut être vu comme d'intérêt public? Ah oui, c'est une vraie question, c'est-à-dire que c'est la problématique de la formation. Et donc là, en fait, je vais l'ouvrir même encore un peu plus large. Il y a la formation primaire aussi de nos apiculteurs professionnels, où on a une difficulté. Aujourd'hui, on n'a que les CFPPA avec derrière les BPREA apicoles, et on n'a pas en fait de bac pro avec une mention apiculture. Donc ni de BTS Axe avec une mention apiculture. Donc on a une vraie déjà difficulté à ce niveau-là qu'il va falloir à un moment donné régler. Et puis derrière, il y a effectivement les ruchers écoles, par exemple, qui participent effectivement à la formation des apiculteurs de loisirs. Hein. Et il n'y a pas d'opposition entre les apiculteurs de loisirs et les apiculteurs professionnels. Il s'agit juste de comprendre que c'est comme quand on parle d'un jardinier et d'un maraîcher. En fait, on n'a pas du tout les mêmes objectifs en termes de production. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, on l'a répété tout à l'heure, hein, la pollinisation, pour que ça se fasse, il faut des ruches. Personnellement, j'en ai 500 des ruches. Donc évidemment, et je les déplace. Donc l'acte de pollinisation, il est multiplié et ça correspond peut-être à 1000 ou 1200 apiculteurs de loisirs en termes de ruches et de pollinisation. Donc le sujet pour moi, en fait, il est effectivement comment on peut donner du temps. Moi, je ne peux pas en donner, je vous le dis franchement, en tant que professionnel, je ne peux pas passer du temps à aller former de l'apiculteur de loisirs. Ça, c'est très clair. Maintenant, avec l'Institut, il y a un travail actuellement justement qu'on appelle les éclaireuses, où derrière, on va faire du e-learning pour que justement, on puisse accompagner tous les apiculteurs qui veulent se former vraiment. Et donc ça, je pense que c'est l'avenir. Hein. On a aujourd'hui des nouveaux médias qui doivent servir à ça. Donc il y a un vrai travail, un vrai enjeu sur ces questions de formation, que ce soit sur les professionnels, que ce soit dans le monde apiculteur amateur. Et je finirai juste sur un point, c'est qu'il faut faire aussi attention derrière de ne pas déstabiliser les apiculteurs professionnels avec des fois des apiculteurs de loisirs qui ont un peu plus que 2-3 ruches, c'est-à-dire 40 ou 50 ruches, qui vont faire quand même un volume selon les régions qui peut être certaines années un peu important et qui du coup vont être en concurrence avec des apiculteurs qui eux payent des charges sociales, qui eux derrière ont des choses auxquelles ils doivent répondre en termes de traçabilité, de qualité.
Et là, ça pose problème quand même, quoi. C'est quelque chose qui est pas simple, quoi, à gérer. Il y a aussi Complément de réponse. ouais, il y a aussi un besoin d'apporter plus de miel pour le marché français. On a vu qu'on était quelques pourcents à produire les 2 tiers, 3 quarts du miel français. Donc, est-ce qu'il serait judicieux de former plus d'amateurs? Je ne sais pas. Je pense qu'il serait mieux d'installer plus de jeunes qui vont réellement créer une activité économique, qui vont déjà créer leur emploi, il faut le reconnaître aussi. L'apiculture, c'est l'une des rares filières agricoles où on peut encore créer son exploitation. On n'a pas besoin d'hériter de terrain, de bâtiments, d'un cheptel. Donc je pense que l'avenir, il est pas. Alors c'est un très beau loisir et c'est super que les gens s'occupent d'abeilles pour leur passe-temps. Mais c'est surtout que voilà, si on veut structurer une filière, bah, il faut la professionnaliser. Et c'est comme ça qu'on fera évoluer les choses. Merci pour cette réponse. Il y a d'autres questions? Moi, Mathieu, j'ai pas forcément une question, mais j'ai entendu parler donc de Happy Week. Ouais. Moi, je serais pas un apiculteur heureux si je ne parlerais pas des 5, 6, 7 juin prochains, les Journées nationales de l'agriculture. Et j'invite tous les apiculteurs à ouvrir leur rucher, à faire venir ce beau monde, petite tête ou blonde ou grande tête blanche, à venir voir ce qu'est une abeille, ce qu'est un rucher, le goût que ça a, voir nos chefs le sublimer et puis surtout démystifier un petit peu tout ce discours pour, encore une fois, autour de la semence, comme ça a été dit, jusqu'au pot de miel, qu'il y a une vraie réelle connexion entre la profession et la consommation. Et on devait avoir à cette table nos amis de la sylviculture. Mais alors, on n'a pas de pot, à 17h, c'était le pot du monde du bois. Donc, on a vu le directeur hier, on a parlé de ce sujet, on aura l'occasion d'en reparler. Mais la sylviculture est elle aussi concernée par la. Tout à fait, par la pollinisation, par l'apiculture, ouais. Évidemment, mais également les productions de fruits et légumes. On n'en a pas parlé là. Mais si vous n'avez pas de fruits, si vous ne pollinisez pas les pommiers et les poiriers, vous n'aurez pas de fruits, etc. Grosso modo, le aujourd'hui. député Martineau qui doit travailler avec nous est par ailleurs pomiculteur. Donc, voilà. connaît bien le sujet. Moi, je suis agriculteur, comme je vous l'ai dit, en production végétale. J'ai une activité apicole, je suis la 4e génération. La pollinisation est importante. Et on redynamisera l'apiculture, parce qu'aujourd'hui, il nous faut redynamiser l'apiculture professionnelle. Et on la redynamisera que par un certain nombre de mesures. La pollinisation, la contractualisation avec le négoce ou la coopération, également l'aide à l'installation significative et un ensemble de contrats avec les agriculteurs. Et pour finir, quelques mots. La surface de multiplication colza-tournesol, c'est 22 000 hectares en France, à 5 ruches. Vous comptez, ça fait 150 000 ruches. Plus à côté, les porte-graines, plus les fruits et légumes, vous êtes entre 300 et 400 000 ruches en pollinisation. Alors évidemment, on ne fait pas un revenu uniquement avec de la pollinisation, mais néanmoins, ça aide. Et c'est un des facteurs. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci de m'avoir écouté, parce que je n'étais pas invité à la table ronde. Merci, mais alors, c'est une table d'hôtes. Comme ça, on évite les problèmes de géométrie. C'est une table d'hôtes et à une table d'hôtes, on accueille évidemment tous ceux qui souhaitent participer. Est-ce que les professionnels, en dehors de notre président, vous avez compris qu'il devait s'échapper pour de bonnes raisons, vous voulez conclure l'un d'entre vous, l'un des maillons, les deux maillons, allez-y. Conclure cette table. Et en tout cas, moi, je vais remercier toutes les personnes qui ont concouru à la préparation et notamment Florine, qui m'a aidé avec les équipes d'Adocom à préparer tout ça, avec Elsa Ricotte, la directrice de l'interprofession que je tenais à saluer. Et on va pouvoir goûter des miels. Vous allez pouvoir répondre aux questions des journalistes qui sont présents. Mais je vous laisse quand même le mot de la fin, vous les professionnels. En 2 mots, très modestement, je trouve merci pour cette invitation et l'organisation de cette table ronde. Et je trouve très bien qu'on puisse parler du miel en positif. On est avant tout un produit plaisir, gourmand, et les consommateurs de miel aujourd'hui viennent chercher le miel pour ça. Et voilà, ça fait du bien aussi d'avoir des perspectives et ce côté positif autour de ce très beau produit qui nous anime à tous au quotidien. Et alors, on va donner la parole à un Vosgien, mais sachez, cher Didier, que Stéphane Viry devait aussi être à cette table et du coup, ne pouvant pas venir, il a déjà rencontré la filière il y a 2 jours sur votre stand d'ailleurs. Donc, vous voyez que les parlementaires s'intéressent à ce sujet. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, bien sûr, Stéphane, je le saluerai plus tard dans mon fief.
Non, tout simplement, manger du miel, quoi qu'il arrive. Vous aider un passionné à vivre de sa passion, et surtout vous aider aussi à la survie de l'abeille pour la pollinisation de nos cultures. Eh bien, on fera le compte-rendu de nos travaux. Tu parlais d'intelligence artificielle, mais tu veux, grâce à l'intelligence artificielle, tout était retranscrit en direct pour ceux qui ne pouvaient pas entendre les débats. Ça va nous faciliter le travail pour faire la synthèse. Merci à tous.